La roche en fusion, le vent et le feu sont des outils de création et de destruction. Ensemble, ils façonnent notre monde. Des scientifiques travaillent pour mieux comprendre ces forces de la nature et essayer de nous protéger. La croûte terrestre n'est pas plus épaisse qu'une feuille de papier à l'échelle du globe, mais nous construisons des gratte-ciel à sa surface et des villes au pied de ces montagnes cracheuses de feu. Éruptions, tremblements de terre, tempêtes, les menaces sont nombreuses et nous devons apprendre à les anticiper, car malgré sa beauté, notre planète est sans pitié. Les tremblements de terre sèment le chaos. Ils frappent par surprise, et en quelques instants, des maisons, des villes, des régions entières sont ravagées. Le 27 février 2010, un séisme sous-marin de magnitude 8,8 secoue les côtes chiliennes pendant 18 secondes. 525 personnes sont tuées ou portées disparues et les dégâts sont considérables. Concepción est l'une des villes les plus touchées. Les habitants ont fui en catastrophe pour échapper au tsunami qui a suivi. Mais contre toute attente, il n'a causé que peu de dégâts. Le séisme a désamorcé le phénomène qu'il avait lui-même créé. Il a fissuré le fond de la mer sur 700 km. En quelques secondes, la côte a été soulevée de 2,50 m. Et elle a fait rempart. Un an et demi après le drame, une équipe de chercheurs de l'université allemande de Bonn se rend dans les Andes, à l'autre bout de la zone sismique. Elle est dirigée par le géophysicien américain Stephen Miller. En chemin, ils croisent des gauchos qu'ils questionnent sur le séisme. Avez-vous vu quelque chose ce jour-là? Oui. Ils font route vers les Nevados de Chillán, un ensemble de 3 stratovolcans. Ils sont inactifs depuis une quarantaine d'années, mais Stephen Miller pense que le séisme de 2010 les a réveillés. Si de nouvelles éruptions se produisent, toute la région sera menacée. Stephen Miller et son équipe sont ici pour tirer au clair les liens entre séisme et volcan. J'ai un bon pressentiment. À mon avis, on est au bon endroit au bon moment. Je pense qu'on va observer beaucoup d'activités, que ce soit à l'intérieur du volcan ou en réponse à des événements éloignés. Depuis très longtemps, les géophysiciens essaient de déterminer à quelle distance un séisme peut déclencher de l'activité volcanique. Si on avait été ici au moment du séisme, on aurait observé une augmentation soudaine des émissions de gaz. Et on aurait vu les températures des fumerolles grimper en flèche. On se trouve à l'endroit idéal pour prendre le pouls du volcan. Des sismographes sont enterrés tout autour du volcan. Au cours des mois à venir, ils enregistreront ses moindres mouvements. Les appareils sont placés sur une base rocheuse à l'abri des vibrations produites par le vent et les animaux.
Je vis une expérience fascinante en tant que naturaliste. Je me trouve sur un volcan que Charles Darwin a étudié. En 1837, il l'a vu réagir à un séisme. Ce tremblement de terre avait brisé la même zone de subduction, la même portion de croûte terrestre que celui de 2010. À plus de 170 ans d'intervalle, nous avons assisté à un phénomène identique. C'est un peu comme si je poursuivais le travail de Darwin. C'est passionnant. Alors qu'il se trouve à 200 km de Concepción, Darwin est témoin du séisme. Selon ses propres mots, il sent le sol bouger sous ses pieds comme s'il se trouvait sur un bateau en train de tanguer. Cette expérience le met face à une réalité qui nous échappe encore bien souvent. La Terre est beaucoup moins ferme qu'on ne l'imagine. Concepción a été touchée aussi fortement en 1837 qu'en 2010. Darwin avait remarqué qu'au moment du séisme, 3 volcans étaient entrés en éruption. Cette observation a soulevé une question à laquelle les scientifiques d'aujourd'hui tentent toujours de répondre. Quelle relation de cause à effet existe-t-il entre les séismes et les éruptions volcaniques? Plus de la moitié des volcans émergés de la planète se trouvent sur les côtes du Pacifique. Ils marquent les zones de friction où les plaques tectoniques se rencontrent. Les volcans des Andes font aussi partie de cette ceinture de feu. Les chercheurs veulent installer leur dernier sismographe au sommet du volcan. Ils sont à l'affût de séries de petits séismes appelés essaims sismiques. Stephen Miller pense que depuis le tremblement de terre de 2010, le magma doit remonter vers la surface plus facilement. Son équipe espère détecter des trémors volcaniques, les vibrations qui accompagnent la montée du magma dans un volcan. Ils veulent prouver que depuis le séisme, le magma monte sous les Andes chiliennes. S'ils y arrivent, ils auront démontré que les grands tremblements de terre entraînent un regain d'activité volcanique. Le dernier sismographe est en place. Les scientifiques quittent la montagne et croisent les doigts pour que leurs appareils lèvent le voile sur l'un des plus grands mystères de notre planète. En 1912, le climatologue allemand Alfred Wegener semait le trouble dans la communauté scientifique avec sa théorie de la dérive des continents. Aujourd'hui, elle ne fait plus le moindre doute. Les blocs continentaux bougent de quelques centimètres par an. Comme des icebergs, ils se déplacent au-dessus des immenses flots de magma du manteau terrestre. Le long des zones de contact entre les plaques tectoniques, des montagnes et des fosses apparaissent. Quand les plaques se heurtent les unes aux autres, des séismes se produisent. Et nous en subissons les conséquences. Les tremblements de terre sont l'un des pires dangers qui nous guettent. Ils sont nombreux, meurtriers et dévastateurs. Quand un grand séisme se produit, rien ni personne n'est à l'abri. Les humains, les véhicules et les bâtiments sont balayés. Les forces à l'œuvre sont d'une ampleur qui dépasse l'entendement. Le tremblement de terre qui a secoué le Chili a non seulement soulevé la côte de 2,50 m, mais il a aussi déplacé la ville de Concepción de 3 mètres à l'ouest. Il a même légèrement décalé l'axe de la Terre et provoqué une accélération de sa vitesse de rotation.
Un séisme de magnitude 9 est 37 000 fois plus puissant que la bombe atomique larguée sur Hiroshima. À nos yeux, les tremblements de terre sont des phénomènes néfastes. Mais s'ils n'étaient pas là pour ouvrir des océans et créer des montagnes, notre planète serait beaucoup moins diverse. En Islande, la plaque nord-américaine et la plaque eurasienne s'écartent de 2 cm par an. L'île se déchire au sens propre du terme. Mais comment fonctionne le moteur de ces plaques? La question reste en suspens. Les entrailles de la Terre sont encore plus difficiles à explorer que l'espace. Dans les zones de subduction, une plaque océanique plonge sous une plaque continentale. C'est là que les plus violents séismes de ces dernières décennies se sont produits. Il arrive aussi que des plaques se déplacent dans des directions opposées et coulissent l'une contre l'autre. On parle alors de failles décrochantes. La faille nord-anatolienne et la faille de San Andreas sont les 2 plus connues et les plus dangereuses. La Californie vit sous la menace d'un grand tremblement de terre, mais ce n'est pas la seule zone à risque aux États-Unis. Dans l'État du Michigan, un sismographe ultra-sensible est enterré dans un lieu secret. C'est l'une des 400 stations de surveillance sismique qui quadrillent le pays. Ce réseau a pour but de cartographier les profondeurs de la Terre. Les enregistreurs de données sont installés à des endroits choisis avec soin, à l'écart des villes, des hommes et des troupeaux d'animaux qui pourraient faire interférence. Les vibrations d'arrière-plan, comme le bruissement des feuilles ou le choc des vagues sur les côtes à des centaines de kilomètres, seront filtrées plus tard. Ce programme constitue un formidable bond en avant. Grâce à ce projet, nous aurons une meilleure idée de la structure de la Terre sous l'Amérique du Nord. Quand vous prenez une photo avec un appareil d'1 mégapixel et que vous la comparez avec une photo du même panorama prise avec un appareil de 12 mégapixels, la seconde est beaucoup plus précise. Ce sera la même chose. Cette étude va permettre d'apprendre de nouvelles choses sur la Terre. Ces données ont déjà permis des avancées. Les scientifiques commencent à expliquer pourquoi de puissants tremblements de terre peuvent se déclencher loin des failles géologiques. Le réseau se déplace par étapes, d'ouest en est. Tous les 2 ans, les stations sont réinstallées un peu plus loin. Ce processus a permis la découverte d'une immense plaque océanique. Elle a plongé dans les profondeurs du Pacifique, au large de la côte ouest, il y a plus de 100 millions d'années. Certains fragments n'ont pas fusionné avec le manteau et on en retrouve aujourd'hui jusqu'à New York. Ils pourraient déstabiliser le continent et même déclencher des séismes sur la côte est. 3 mois et demi après la mise en place de leur sismographe, Stephen Miller et son équipe sont de retour dans les Andes. Entre-temps, un séisme de magnitude 6,1 s'est produit dans les environs. Si des réverbérations sont arrivées jusqu'ici, elles ont peut-être entraîné une augmentation de l'activité volcanique. Allez, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Avant toute chose, il vérifie que les sismographes ont bien tout enregistré. Prêt? Les appareils sont en bon état et le registre de données semble bien rempli. Dans la soirée, le grand moment arrive. Les données sismiques ont été converties en son.
Les chercheurs suivent la chronologie pas à pas. Ils écoutent les sons en provenance de l'intérieur du volcan. Il n'y a qu'un bruit de fond. Puis, soudain, quand un séisme se produit et que les niveaux de pression chutent de façon abrupte à l'intérieur du volcan, les gaz présents dans la roche s'échappent vers le haut. Ils s'engouffrent dans les fissures et les cavités. La pression sur le magma augmente et peut déclencher une éruption. Le volcan réagit. Notre étude est une réussite. On savait que des processus allaient sans doute se déclencher et que l'activité volcanique risquait de se modifier. Car cet endroit est proche de la zone où le tremblement de terre de Maolé s'est produit. On a eu beaucoup de chance car on a eu un séisme de magnitude 6,1 et un autre de 7,1 au moment de l'étude. Et le volcan a répondu comme on l'espérait. Une meilleure compréhension des liens entre les volcans et les séismes pourrait permettre un jour de prévoir ces derniers avec précision. Stephen Miller est convaincu que les gaz jouent un rôle primordial. Et il dispose de preuves pour étayer sa théorie. Dans les années 1950, la mer de Salton, en Californie du Sud, est l'Eldorado des amoureux du soleil et des amateurs de sports nautiques. Certaines années, ces installations touristiques attirent plus de 500 000 visiteurs. Les fêtes endiablées qui suivent les courses de bateaux attirent leur lot de stars et de starlettes. Mais bientôt, les eaux du lac sont victimes d'une grave pollution. En 1992, les oiseaux aquatiques se mettent brusquement à périr en masse. Une salinité excessive due aux écoulements d'engrais est d'abord mise en cause. Mais aucune preuve d'empoisonnement n'est découverte. La cause de cette hécatombe est trouvée des années plus tard, quand Stephen mène son enquête. Le coupable est le dioxyde de carbone. Les plaques tectoniques renferment une multitude de cavités remplies de gaz. Quand elles plongent dans le manteau terrestre, les gaz sont libérés et remontent vers la surface. En 1992, deux importants séismes se sont produits au nord-est de la mer de Salton. De grosses quantités de dioxyde de carbone ont atteint ces eaux. Le gaz est allé se loger entre les barbes des plumes d'oiseaux et de l'eau a pu pénétrer. Exposés au froid, plus de 300 000 oiseaux sont morts d'hypothermie. L'âge d'or de la mer de Salton n'est qu'un lointain souvenir. L'ancienne station balnéaire s'est transformée en ville fantôme. Les dégagements de dioxyde de carbone peuvent entraîner des réactions en chaîne encore plus dramatiques. En novembre 2002, un tremblement de terre de magnitude 7,9 secoue le centre de l'Alaska. L'énergie dégagée se propage jusqu'au parc de Yellowstone à plus de 3000 km, où elle déclenche des centaines de petits séismes. Les gaz piégés dans les cavités de la croûte terrestre sont des bombes à retardement. Quand un séisme leur ouvre la voie, ils s'engouffrent dans la brèche, font grimper la pression et provoquent de nouveaux séismes. Chaque année, plus de 3 millions de personnes visitent le parc de Yellowstone. Beaucoup ignorent qu'il se trouve au-dessus du plus grand volcan en activité du monde. Sa dernière éruption remonte à 630 000 ans. Si des gaz ouvraient la voie au magma, une pluie de cendres brûlantes s'abattrait sur au moins 20 États américains. La planète plongerait dans une nouvelle période glaciaire et des millions de personnes mourraient de famine. Les gaz contenus dans les strates inférieures peuvent aussi déclencher des séismes. Mais ces phénomènes sont tellement lents que même les sismologues ne parviennent pas à les entendre. Leurs conséquences n'en sont que plus dévastatrices. Un séisme classique
est une fracture qui traverse l'écorce terrestre aux alentours de 3 km par seconde, ce qui équivaut environ à 11 000 km à l'heure. En revanche, la vitesse de rupture des séismes lents est d'à peu près 2 km par jour, et la différence est donc énorme. Les séismes lents se produisent au niveau des prismes d'accrétion, les empilements des plaques tectoniques qui se forment au sommet des zones de subduction. Ils peuvent être à l'origine des tsunamis. Il n'y a pas de mouvement violent au sol, mais le fond de la mer est tout de même soulevé et engendre une onde océanique. Les gaz contenus dans la croûte terrestre sont soumis à de telles pressions qu'ils se liquéfient. Stephen Miller pense que les mouvements de ces liquides provoquent des séismes lents. Et sous leur effet, des séismes rapides peuvent voir le jour. Au moment où le fond de la mer tremble loin des côtes, rien n'est visible en surface. C'est ainsi que les pêcheurs japonais ont souvent retrouvé leurs ports ravagés à leur retour du large. Pourtant, ils n'avaient rien remarqué en haute mer. Ils appelaient cet étrange phénomène tsunami, la vague portuaire. Les séismes sous-marins provoquent une forte élévation du fond de la mer et mettent les colonnes d'eau en mouvement. Les masses d'eau elles-mêmes ne bougent pas. Comme dans un boulier de Newton, l'énergie est imperceptiblement transférée d'une molécule à la suivante. Les vagues ne ralentissent qu'à l'approche de la côte, où elles peuvent monter jusqu'à 30 mètres. Mais la puissance de destruction des tsunamis ne repose pas uniquement sur leur hauteur. Ils peuvent aussi mesurer plusieurs centaines de kilomètres de long. Ces murs d'eau déferlent sur les côtes avec une violence inouïe. La catastrophe qui a frappé le Japon le 11 mars 2011 est partie d'un énorme séisme à 130 km au large de Sendai. Sa magnitude était de 9, une des plus puissantes jamais enregistrées. Des tensions entre les plaques eurasiennes et pacifiques s'accumulaient depuis des siècles. Quand elles se sont finalement libérées, le Japon s'est déplacé de plus de 4 mètres vers les États-Unis et le nord-est du pays s'est affaissé de près d'1 mètre. Cet enfoncement a permis à la vague de 15 mètres de se propager encore plus loin à l'intérieur du pays. Elle a franchi les digues et provoqué la mort de plus de 15 000 personnes. Le tsunami a aussi submergé le mur de protection de la centrale nucléaire de Fukushima. Des groupes électrogènes de secours sont tombés en panne et des explosions ont endommagé les réacteurs. Les conséquences de cette catastrophe se feront sentir pendant des siècles. Le Japon compte 17 autres centrales nucléaires, toutes exposées à des risques sismiques. À travers le monde, 38 centrales nucléaires se trouvent dans des zones où au moins un séisme de magnitude 4,5 a eu lieu depuis 1973. Et il s'en produira forcément d'autres. Sur la côte californienne, une relique des années 60, la centrale nucléaire de San Onofre, se trouve à 2 pas de l'océan, face à la faille de San Andreas. Ce site est considéré comme l'un des plus dangereux du monde. Los Angeles est très proche. Plus de 7,5 millions de personnes vivent à moins de 80 km de la centrale. Mais les erreurs du passé semblent vouées à se répéter. La quasi-totalité de la Turquie se trouve en zone sismique. La région d'Akuyu, dans la province de Mersin, ne fait pas exception à la règle. Pourtant, derrière ces grilles soigneusement gardées, la construction d'une centrale nucléaire est en cours. Malgré les diverses objections, le gouvernement turc a refusé de faire marche arrière. Un rift passe à 25 km du site.
La région n'a plus connu de tremblement de terre depuis 500 ans. Mais pour les opposants au projet, c'est justement le signe que le prochain est imminent. Nos données ne correspondent pas aux résultats des études gouvernementales. Il y a près d'ici des failles qui ont déjà provoqué des tremblements de terre et fait des milliers de victimes. Ce sont des bombes à retardement. Elles semblent inactives, mais elles peuvent provoquer des séismes à tout moment. Quand on met en avant les incidents et les catastrophes récentes, le gouvernement se contente de dire que toutes les précautions nécessaires ont été prises. Il nous explique que leurs dispositifs de sécurité sont plus performants qu'au Japon ou en Russie et qu'il n'y a rien à craindre. Le projet a été confié à l'Agence fédérale russe de l'énergie atomique, Rosatom. Dans le village voisin, des réunions d'information vantent les bienfaits du nucléaire à la population. Le gouvernement leur promet une vie meilleure et une sécurité à toute épreuve. De nombreuses voix se sont élevées contre ce projet, mais les fermiers de la région, souvent illettrés, ne manifestent pas de réelle opposition. D'ici peu, la Turquie rejoindra le club des nations nucléaires. Akkuyu est exposé au tsunami. Au Japon, le séisme de 2011 s'est produit sur une structure géologique comparable à celle des environs de Chypre. À Fukushima, personne ne s'attendait à un phénomène d'une telle violence. Mais le séisme a déjoué toutes les prévisions. Au large de Tokyo, le Shikyu, le plus grand navire de forage du monde, va installer un système de surveillance au fond de la mer. Un trou de sonde de 800 mètres va être prolongé jusqu'à 3600 mètres. Sous le sol marin, la plaque philippine plonge sous la plaque eurasienne. Un violent séisme se produit ici de 90 à 150 ans d'intervalle. Mais le calme règne depuis 1854. Les géologues sont unanimes, un séisme est imminent dans la région. Dans la zone de contact des plaques, les niveaux de tension atteignent des records historiques. Une surveillance accrue est nécessaire, mais les forages parviendront au mieux à prévoir les séismes. Ils ne pourront jamais les empêcher. Il n'y a qu'une solution, se préparer. Au Japon, c'est une longue tradition. Des pagodes vieilles de plus de 1300 ans sont sorties indemnes de plusieurs grands tremblements de terre. Leurs structures en bois sont à la merci du feu, mais malgré leur toit lourd et imposant, elles résistent très bien aux tremblements de terre et aux typhons. Ces constructions anciennes absorbent les chocs et atténuent les attaques des séismes et des vents violents. Les différents étages sont empilés sur une colonne centrale. Quand un tremblement de terre se produit, les différents niveaux oscillent indépendamment les uns des autres et l'ensemble reste intact. La Tokyo Skytree a été conçue selon le même principe. Deuxième plus haute tour du monde, elle s'élève à 634 mètres. La catastrophe de Fukushima a pu le faire oublier, mais le Japon est à la pointe de la construction antisismique. D'immenses installations, comme la gare de Tokyo, ont même été récemment mises aux normes. Sur toute sa longueur, des systèmes d'amortissement des secousses ont été installés. Les voies des trains à grande vitesse sont équipées de détecteurs. En cas de séisme, le trafic est immédiatement interrompu. Malgré ces menaces, l'agglomération de Tokyo forme l'aire urbaine la plus peuplée du monde. Plus de 35 millions de personnes vivent ici, dans des logements souvent étroits et au cœur d'un système parfaitement coordonné.
Kobe, le plus grand simulateur de séisme du monde, vérifie la solidité des constructions. Des immeubles de plusieurs étages sont secoués et leurs réactions scrutées dans les moindres détails. Certaines font froid dans le dos. Même quand un bâtiment résiste bien aux secousses, les meubles peuvent se transformer en instruments de mort. L'oscillation d'un bâtiment dépend de la violence du séisme, mais aussi de la nature du sol. Une partie de Tokyo a été construite sur les cendres du mont Fuji. Ce type de terrain est particulièrement sensible aux vibrations. Nos calculs montrent que des tremblements de terre de très forte intensité pourraient faire osciller des grandes tours de 5 mètres de chaque côté. Dans ce genre de conditions, les grosses pièces de mobilier peuvent démolir des cloisons. Mais des séismes aussi puissants ne se sont encore jamais produits à proximité de bâtiments de ce genre. S'il y a des gratte-ciel un peu partout dans le monde, de Shanghai à New York, il n'y a encore jamais eu de très gros tremblements de terre dans ces villes. Il n'y a pas d'alternative. Tous les plans de déplacement de la capitale nippone ont été abandonnés. Le Japon s'en remet à la technologie et à sa vitesse de réaction. Le pays est quadrillé par 1 millier de sismographes. Quand un tremblement de terre se produit, les détecteurs l'identifient dès l'arrivée des ondes primaires. Un système de sécurité se met automatiquement en route. Tous les feux de signalisation passent au rouge et la circulation s'arrête. Dans les immeubles, les ascenseurs font de même. Quelques minutes plus tard, les ondes secondaires arrivent. Elles sont plus lentes mais beaucoup plus destructrices, car les mouvements du sol s'effectuent perpendiculairement au sens de propagation de l'onde. Les Japonais sont régulièrement soumis à des exercices d'évacuation. Dès que les ondes primaires sont signalées, chacun sait ce qu'il doit faire. Pour les plus grands exercices, toutes les forces d'intervention sont déployées. Dans les entreprises, le personnel attend à l'intérieur pendant la première vague de secousses. Les responsables de la sécurité font le bilan des personnes tuées ou blessées. Alors que les pompiers arrivent pour évacuer le bâtiment en flammes et combattre l'incendie, les employés quittent leur bureau en suivant une procédure millimétrée. Les exercices sont observés et analysés depuis les airs. Des tentes gonflables servent de poste de secours. Des formations aux premiers soins et des distributions de rations d'urgence sont organisées. Les Japonais prennent ces simulations très au sérieux. La catastrophe de 2011 leur a rappelé de façon douloureuse qu'ils vivaient sur une poudrière. Comme tous les ans, l'exercice s'est parfaitement déroulé. Les procédures ont été respectées à la lettre. Mais la valeur de ces entraînements reste à prouver. En cas de véritable catastrophe, personne ne peut dire si les gens resteraient aussi calmes et disciplinés. Pour le gouvernement, ces grandes manœuvres ne sont peut-être qu'un moyen de donner l'impression qu'ils maîtrisent la situation. Car même les systèmes d'alerte ont encore besoin d'être améliorés. Ils font régulièrement des erreurs d'interprétation. Les chercheurs de l'Agence météorologique du Japon s'efforcent de les améliorer et travaillent à l'élaboration de nouveaux outils.
La recherche de l'épicentre et de la magnitude du séisme ne doivent plus être l'objectif principal. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est la façon dont les ondes sismiques se propagent. Nous voulons être en mesure de prédire leur puissance à l'arrivée. C'est une approche très différente. Il est déjà arrivé que plusieurs séismes se produisent simultanément. Le système actuel les a interprétés comme si un énorme tremblement de terre s'était produit en un seul endroit. Ce genre d'erreur est très problématique. Quand un tsunami se dirige vers les côtes, la direction à emprunter pour fuir est une question de vie ou de mort. En mars 2011, toute une classe a trouvé la mort parce qu'elle avait suivi son enseignant dans la mauvaise direction. Pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise, le professeur Tomoki Itamiya a mis au point une application pour smartphone. Elle montre à son utilisateur le chemin le plus rapide à emprunter. Elle le prévient aussi des pièges éventuels. La topographie de la zone concernée est en mémoire, mais elle est continuellement remise à jour en fonction des données liées au tsunami en cours. Si le réseau de téléphonie mobile tombait en panne, les dernières données guideraient malgré tout l'utilisateur jusqu'à un lieu sûr. Dans le cas présent, il s'agit de la tour la plus stable du secteur. La nuit du 6 avril 2009, en Italie, ce n'est pas un tsunami qui a ravagé la ville médiévale de l'Aquila, mais un séisme de magnitude 6,3. Au lever du jour, les habitants ont découvert un champ de ruines. Le tremblement de terre a fait 308 victimes et laissé plus de 60 000 personnes sans abri. Dans un lac voisin, un phénomène étrange s'était produit peu avant. La biologiste britannique Rachel Grant étudie les crapauds locaux. Quelques jours avant la catastrophe, ils ont subitement disparu. Ils n'ont commencé à revenir que 2 ou 3 semaines plus tard. La biologiste a mis du temps pour faire le lien entre leur disparition et le séisme. Un collègue m'a envoyé un email pour prendre de mes nouvelles après le tremblement de terre. Je lui ai répondu que j'allais bien, mais qu'en revanche, les crapauds n'étaient plus là. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé à l'époque, mais un an plus tard, j'ai été contactée par un scientifique de la NASA qui avait une hypothèse. Selon lui, peu avant les séismes, les roches envoient des décharges électriques. Elles oxydent l'eau et font apparaître du peroxyde d'hydrogène et d'autres composés toxiques. Il y avait beaucoup d'eau dans la zone de reproduction des crapauds. Normalement, c'est idéal pour eux, mais ils sont tout de même partis. C'est ce qui nous a fait penser que cette théorie était la bonne. Depuis, Rachel Grant collabore avec des scientifiques du monde entier. Elle rassemble des exemples de comportements animaux inhabituels à l'approche des séismes. Si la disparition des crapauds avait été correctement interprétée, les victimes du séisme seraient peut-être encore en vie. Mais il faudra sans doute attendre des années avant qu'un système d'alerte de ce genre ne soit mis en place. La reconstruction du centre médiéval de l'Aquila sera longue, elle aussi. Près de 5 années se sont écoulées, mais la capitale des Abruzzes a toujours des airs de ville fantôme. La situation est restée totalement bloquée pendant presque 3 ans. Certaines maisons doivent être démolies. La mienne a été consolidée, mais c'est une absurdité. Elle va aussi devoir être rasée, car elle finira par s'effondrer de toute façon. La vieille ville est dans un état pitoyable, à cause de la catastrophe naturelle qui l'a frappée, mais aussi à cause des catastrophes administratives et logistiques qui ont suivi. Le centre historique ne sera pas reconstruit avant une 20aine d'années, selon les prévisions les plus optimistes.
Le 6 février 2009, le temps s'est figé à l'Aquila. En signe de protestation, d'anciens habitants ont accroché leurs clés dans la rue principale. Huit étudiants ont perdu la vie dans cette résidence universitaire. D'autres sont restés plusieurs jours sous les décombres avant d'être secourus. Les incendies qui suivent les secousses font souvent plus de dégâts que le séisme proprement dit. Si les feux ne sont pas immédiatement maîtrisés, ils risquent de détruire tout ce qui reste. Le succès d'une opération de secours peut se jouer à quelques secondes. Chaque action doit être précise et ciblée. Malgré l'urgence, les sauveteurs doivent percer des murs, stabiliser les maçonneries et sécuriser les bâtiments s'ils ne veulent pas se trouver eux-mêmes pris au piège. Les pompiers qui opèrent ici ne trouveront ni blessés ni cadavres. Ce champ de ruines a pour nom Disaster City. Chaque année, 70 000 spécialistes du monde entier se rendent dans cette ville factice du Texas pour s'entraîner au sauvetage. Déraillement d'un train rempli de passagers, effondrement d'un pont sur un bus scolaire. Toutes les situations simulées ici sont inspirées d'accidents qui se sont réellement produits. Mais avant toute chose, les participants à la formation apprennent à se servir du matériel. Le programme inclut des interventions sur des scènes d'attentats. En 1995, à Oklahoma City, un parking semblable à celui-ci s'est effondré sur ses usagers. Les sauveteurs travaillent avec des mannequins. Un jour, ces derniers céderont malheureusement la place à de véritables blessés. Disaster City fait partie d'un terrain d'entraînement beaucoup plus vaste. Depuis plus d'un siècle, les pompiers du Texas viennent s'y former. Quand ces soldats du feu seront face à un train en flammes, ils sauront quel danger les guette et comment faire sortir les passagers au plus vite. Incendie de maisons, crash d'avion, explosion d'une usine, tous les scénarios sont envisagés. Après s'être entraînés individuellement, les participants se préparent à un déploiement de grande envergure. Leurs instructeurs sont tous intervenus sur différents types de grandes catastrophes. Ils savent ce qui attend leurs élèves. Quand on est sur le terrain, on voit des choses très dures. À Disaster City, on montre aux sauveteurs quelles techniques et quels outils ils devront employer pour qu'ils n'aient pas à se poser la question et qu'ils sachent d'emblée ce qu'il faut faire. Il faut percer. Les formations dispensées ici apprennent aux sauveteurs à travailler plus rapidement, plus efficacement et en limitant les risques. Le jour venu, la répétition des exercices les aidera à garder leur sang-froid et à se concentrer uniquement sur la tâche à accomplir. Ils seront forcément confrontés à ces situations à plusieurs reprises au cours de leur carrière. La question n'est pas de savoir si des catastrophes vont avoir lieu, mais où et avec quelle violence. Japon, Chili, Nouvelle-Zélande, Haïti. Depuis une cinquantaine d'années, la fréquence des grands séismes est en augmentation. Il devient de plus en plus clair que les tremblements de terre obéissent à des cycles. L'activité humaine a aussi une influence sur la fréquence des séismes. Le changement climatique semble réveiller des zones de failles inactives.
Au Groenland et en Alaska, des glaciers gigantesques pèsent sur ces fissures et les stabilisent depuis des siècles. Mais c'est précisément dans l'Arctique que le réchauffement climatique se fait le plus sentir. La fonte des glaces va faire monter le niveau des mers. Dans les régions côtières, les variations de pression aggraveront le risque sismique. L'Arctique ne sera pas seul concerné. Le phénomène sera planétaire et affectera des zones qui connaissent déjà une forte activité tectonique, comme la faille de San Andreas, les Alpes néo-zélandaises ou la faille nord-anatolienne. Le spectre d'un méga-séisme plane sur la Turquie. À 2 pas d'Istanbul, la mer de Marmara est traversée par la plus dangereuse faille du monde. La perspective d'une montée des eaux fait craindre le pire. Si un grand tremblement de terre se produit ici, il sera plus meurtrier que n'importe où ailleurs sur la planète. Selon les estimations, le bilan s'établirait entre 50 000 et 150 000 victimes. Et certains experts pensent que ces chiffres sont optimistes. Les Stambouliotes font en sorte de chasser cette menace de leur pensée. Tout comme les millions de touristes qui viennent ici chaque année pour admirer la basilique Sainte-Sophie et les nombreux monuments de la ville. Mais il y a peu de chances que ces trésors survivent au tremblement de terre à venir. La vieille ville et ses petites rues étroites se transformeront en pièges mortels. Le feu se propagera à toute allure et rendra la fuite impossible. Le compte à rebours de la bombe souterraine est lancé. À proximité d'Istanbul, la plaque anatolienne est poussée vers l'ouest et glisse contre la plaque eurasienne. Depuis une centaine d'années, de grands tremblements de terre se succèdent. Ils se déplacent peu à peu vers l'ouest, le long de la faille. En 1999, un violent séisme s'est produit près d'Izmit, à seulement 80 km d'Istanbul. Il a fait 18 000 victimes. L'ancienne Constantinople sera frappée tôt ou tard. Le géologue Celal Şengör est un scientifique renommé. Très critique vis-à-vis des mesures prises par le gouvernement, il prédit un sombre avenir à sa ville natale. Aucune ville au monde n'a été peuplée en continu depuis aussi longtemps qu'Istanbul. Les constructions s'empilent les unes sur les autres depuis la fondation de la ville. Des fouilles ont même montré comment les gens vivaient ici à l'époque néolithique. Depuis les origines de la civilisation, il y a eu beaucoup d'écrits sur Istanbul. Grâce à eux, nous savons que la ville a été frappée par de nombreux tremblements de terre à travers l'histoire. Mais le prochain sera terrible. 80% des bâtiments de la ville sont construits de façon illégale. Nous ignorons comment ils ont été bâtis. Et nous n'avons aucune idée de leur capacité de résistance à un séisme. Une multitude de tours d'habitation a surgi de terre du jour au lendemain, sans permis de construire. La ville est en plein essor et s'étend sans cesse. Mais les autorités commencent à prendre des mesures. Des quartiers entiers sont rasés et reconstruits. Les habitants sont indemnisés ou relogés en périphérie.
Certains affirment que ces programmes ne sont qu'un moyen de récupérer des terrains en centre-ville pour les revendre à prix d'or aux bénéficiaires du miracle économique turc. Ils ne seront pas épargnés pour autant. La faille nord-anatolienne passe à tout juste 9 km au sud de l'aéroport. Selon les estimations, dans les 25 ans à venir, la probabilité d'un séisme de magnitude 7 ou plus varie de 35 à 70%. Personne ne peut prédire l'avenir avec certitude, mais Istanbul semble bel et bien en sursis.